Bonjour à tous, bon matin, bon midi, bonsoir. On est maintenant tous ensemble pour ce 4e épisode des Fabulistes qui discutent de jeux de rôle. À ma côté, on a Kérosène, si tu veux parler de toi et de ta chaîne. Je m'appelle Kérosène, je joue à des jeux vidéo sur Twitch et j'aime les jeux de rôle. Et tous les deuxièmes mardis du mois, je joue à Public Access avec Joueurs sur fromage et Décompté des dés et Galaxy Clopelard. Je sais pas où tout le monde est, fait que C'était à peu près bon, fantastique. Merci Caro. Allons voir Phil et les comptes des dés. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis rendu pas mal plus sur YouTube, mais là j'ai fait une exception dernièrement sur Twitch avec la semaine JDR Extra, où est-ce qu'on a fait un stream bénéfice pour le camp. Qui quand même bien été. Ils ont battu les records cette année, plus de 7200$. L'année passée, c'est 6002$. C'est une semaine complète où est-ce qu'il y a des maîtres de jeu qui font des streams pour relever, pour avoir des fonds pour le camp. Fait que cette année, ça a très bien été. On était bien contents, tout le monde. Sinon, c'est beaucoup sur YouTube. Éventuellement, on va finir la mini-série Horreur Liminale Lovelace Resort. Les épisodes 3 et 4 vont s'en venir bientôt. Puis à date, je suis content parce qu'on va avoir sûrement un 5-6. Puis sinon, il y a des petites capsules ici et là que je fais. Puis des fois, de temps en temps aussi, je participe à la chaîne avec Coup Critique, avec Kim. On parle de... On a repris discuter entre les dés, entre autres. Des petites discussions ici et là. Puis sinon, le 26 avril, c'est Jeux de rôle qui arrive vite. Avec, entre autres, justement, Kérosène et Pépé qui vont être là. Mais Pépé, ça... C'est qui ça, Pépé? Bonjour à toi. Bonsoir, j'aime les jeux de rôle, c'est tout. Ça, j'ai très plaisir. C'est plus... J'haïs ça pour mourir. Est-ce que ça me présenter? Écoute, c'est quoi Coup Critique, puis où est-ce qu'on trouve ça? Oh, Seigneur. OK. Allô tout le monde, bonsoir. Pépé pour les intimes, Pierre-Philippe pour, on dire de façon officielle et légale. Je suis animateur sur la chaîne de Coup Critique, une chaîne qui vise à démocratiser le jeu de rôle sous toutes ses formes, via que ce soit des actual plays, des capsules explicatives, des critiques, des entrevues, parfois des unboxings, c'est déjà arrivé, des présentations, des tops, des théories, bref, un peu de tout pour tous les goûts. On est une petite équipe qui justement permet en quelque sorte d'aller explorer différentes facettes du jeu de rôle, alors que j'ai des collègues qui sont plus orientés Donjons Dragons, moi je suis plus orienté vers autre chose, et ainsi on a du plaisir ensemble, comme ça, dans le monde du jeu de rôle. Et voilà ma présentation officielle. Je vais l'écrire quelque part puis les réutiliser. Et les deuxièmes, parle de dîner au dé. Des fois, t'es sur Twitch. Excuse-moi. Mon Dieu, c'est vrai. Je veux l'aider. Des fois, je suis sur Twitch très rarement, une fois ou 2 semaines, là, presque une fois à chaque pleine lune. Je me ramasse sur Twitch où est-ce que, dans le fond, on parle de l'actualité du jeu de rôle. C'était comme un peu la petite facette qui me manquait dans toutes les... Je checkais un peu le type de capsule que je faisais, puis j'étais comme, qu'est-ce qui manque? OK, on n'a pas fait d'actualité, fait que ça va être ça. Fait que l'actualité en live sur Twitch aux 2 semaines, sur justement le Twitch de Coup Critique. Je fais ça avec Frédéric Robiden, qui est aussi l'animateur de la chaîne Epic Fumble, pour celles et ceux qui le connaissent. Fait que c'est ce que je fais au quotidien. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Excellent. Donc, on a une belle brochette de personnes pour nos discussions. Puis je pense que justement, en parlant de discussion, première partie de ce stream, c'est l'aspect podcast et justement jasette autour des jeux de rôle. Présentement, on est encore dans le sujet du jeu de rôle québécois. Et ensuite, au deuxième segment, on va faire un peu de co-création ensemble. On va garrocher des idées. Et bien évidemment, le chat est invité à participer non seulement dans la première partie, mais aussi dans la co-création. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion sur l'un ou l'autre des multiples sujets qu'on va adresser ce soir. Phil, ça te tente-tu de nous lancer ça? Parce que, écoute, comme d'habitude, on en a pas mal beaucoup à jaser. Oui, c'est un peu la suite et fin
on va se le dire, de la discussion précédente. En date, il y a comme un petit pattern. Là. On finit, puis on suit là, parce qu'on essaie toujours de rester dans les temps. Parce qu'on avait commencé à aborder pas mal tout ce qui était le fait au Québec, le Québec Inc. et autres. Mario de Jeuhazen nous avait beaucoup parlé de distribution, puis de gros titres, puis de qu'est-ce que ça prendrait pour avoir une distribution majeure de produits québécois. Mais tu sais, on avait un peu... passé à côté, ou plutôt on avait plus effleuré les plus petites productions. On avait parlé beaucoup des gros noms, des grosses choses. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans les boutiques avec des gros distributeurs, puis bref, mettons qu'on aurait des imaginaires et des Archambault, puis tout ça, qui aurait un livre de jeux de rôle québécois. Ils nous avaient parlé qu'est-ce que ça prendrait, qu'est-ce qui serait nécessaire. Mais aujourd'hui, on va plus parler de un peu plus petits, comme les rotos, les projets québécois en cours. Puis aussi, on avait un petit peu effleuré des auteurs, autrices québécois la dernière fois. Là, ce serait de revenir un peu plus en détail à ce sujet-là. Je vais faire, je suis en mode shameless plug, là. Si jamais les gens ont raté cet épisode fort intéressant, c'était vraiment intéressant aussi avec Mario, je trouvais, parce qu'il y a quand même une boutique, lui, sur le jeu de rôle, fait qu'il est quand même très bien informé sur c'est quoi la réalité pour publier et tout. Où est-ce qu'on trouve ces épisodes passés-là? Il y a deux endroits qu'on peut revoir ces épisodes passés. Il y a les vidéos à la demande de M. Joueur sans fromage, pour l'instant, parce que là, Twitch demande qu'on fasse du ménage. Fait qu'on... ça va peut-être pour les... Sinon, sur mon YouTube des contes et des dés, j'ai les deux précédentes qu'on avait. J'ai malheureusement pas la toute première parce que Twitch avait décidé de l'effacer avant qu'on puisse la sauvegarder. Mais par contre, c'est les deux endroits qu'on peut le retrouver. Puis celle-ci aussi se retrouvera sur ma chaîne des contes et des dés pour pouvoir s'assurer qu'on garde le tout bien vivant. Donc... le petit retour rapide sur les projets québécois en cours. Kérosène, je sais que tu disais, sans t'engager, que tu travaillais un petit peu ici et là sur peut-être une nouvelle extension de Il était une fois. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, en fait, c'est toujours comme une espèce de work in progress. C'est que là, j'ai appris récemment comment faire de l'édition... à proprement dit, avec des logiciels qui font des belles marges, puis tout ça pour gagner du temps. Fait que j'essaie de faire une pierre deux coups, puis de professionnaliser tout ça, parce que j'ai aussi fait la découverte. Plus on s'intéresse, tout le temps un rabbit hole quand on commence à créer. Là, tu découvres des nouveaux outils. J'ai découvert, je pense que c'est en Ontario, ça s'appelle... Je vais essayer de trouver le lien, je vous le mettrai dans le chat tantôt. C'est une compagnie qui fait du print on demand. Fait que si vous êtes quelqu'un qui fait des board games, ou qui veut, tu sais, comme moi par exemple, mon jeu interagit avec des cartes à jouer. Donc j'aimerais vraiment faire une version imprimable, ce qui pourrait être disponible en print on demand sur ce site-là. Puis dans le fond, les gens payent, je sais pas, là, ça coûte tant. Puis là, ben, c'est comme, ça peut être un jeu de rôle, ça peut être un board game. Puis t'envoies ça dans ton petit paquet, là. Fait que là, il y aurait les cartes avec, puis tout ça. Vraiment pour avoir une version physique, je trouve que c'est un beau produit pour... sans avoir besoin nécessairement de se lancer dans des Kickstarter ou genre des gros projets d'envergure. Tu sais, si vous croyez à votre projet, c'est juste que, tu sais, tant qu'à le faire, on le fait bien. Fait que là, je suis un peu là-dedans, mais oui, il y a des nouvelles extensions aussi qui sont prévues. C'est un peu comme j'ai dit, là, quand j'ai des collaborateurs ou même des gens du chat, là, qu'on est dans les mêmes communautés. Quelqu'un, tu sais, il y a des ben, ils sont tout indiqués, je pense, sur ma page itch.io, mais tu sais, dans le fond, des extensions pour des transports, là, pour ceux qui font des courses de bateaux, avions, dinosaures, des compagnons, des tracks comme la Sanity, la Folie, Corruption, machin. Fait que tout ça, ça en vient, mais tu sais, j'en parle des fois ici et là, fait que si les gens sont intéressés, ça me dérange pas. Je l'ai déjà envoyé comme Ivy, j'ai envoyé certaines choses pas encore diffusées pour... Parce que c'est le fun d'avoir du feedback aussi. Ce que je trouve qui est le plus difficile, c'est que, mettons, itch.io, puis même sur YouTube, j'ai eu un petit peu de feedback de Ivy Power, mais à part de ça, puis Ogen. Je me permets de les nommer parce que c'est vraiment apprécié, puis ils sont peut-être là, mais par rapport à Twitch, que tu as un chat, puis tu as du feedback instantané tout le temps. Là, fait que c'est dur de savoir qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce qui marche. T'sais. Ouais. C'est ça. Ah, je sais qu'il y avait ce projet-là. De ce que je sais vite fait aussi côté québécois, je sais qu'il y a Vincent de Invisible Temple Games ou Masse Errante
quand premier projet, Driftwood en anglais, qui a terminé son financement pendant le Zine Quest, un jeu solo de création de monde post-apo. Je crois aussi qu'il y a Jean Béré-Simard, que lui, il travaille sur un recueil d'espace et de dimensions liminales pour Horreur Liminale, et aussi son propre jeu, Sleepless, que j'ai comme brièvement mentionné la dernière fois. Il travaille aussi sur un hack de Morgborg, mais c'est assez particulier. Tu sais, Morgborg, là, il s'est hacké à n'importe quoi. Là. Je pense que Pépé, il en a soupé pas mal. Là. Lui, c'est basé sur des employés de dépanneurs. Sur, je sais pas si vous connaissez là, le phénomène des night shifts. Que c'est genre minimal wage, maximum weird. C'est comme tout ce qui se passe de nuit, mais il travaille là-dessus. Un Morgborg de dépanneur, c'est ce que je comprends là. Ouais, mais c'est le night shift, c'est comme une espèce de c'est comme une sous-classe un peu de l'horreur. C'est dans justement dans le liminal là, que genre pendant la nuit il se passe des affaires bizarres. Je peux voir l'attrait de la chose. Puis écoute, je pense que l'honneur dans la communauté là, je pense que lui c'est un fan fini de Morgborg là, fait que je pense que ça lui parlerait. Ouais, c'est ça. Il travaille là-dessus. Il n'y a pas de date de fin nécessairement, mais c'est dans ses projets. Puis je sais aussi que les éditions F&F travaillent sur Dungeon of the Dracostar. C'est un donjon basé sur Original D&D de 1974 et un mélange avec les romans de John Carter en tant que tel. Lui, c'est pour OSR. C'est pour OSR en anglais. C'est Old School Renaissance. C'est un rétro-clone OSR, pardon. Mais ça va être en anglais. Il y a tellement de termes, là, c'est rétro-clone. Ouais. C'est un Québécois, mais qui écrit en anglais. OK. Ah ouais. Ils sont nombreux à faire des projets en anglais parce que... On en a parlé déjà, là. Ouais, c'est ça, c'est justement. C'est là qu'il y a quand même le bas de laine, un petit peu. Sinon, il travaille sur Wave Crash Maze, un petit donjon pour Osric et ADD. Tu sais, les Osric, c'est comme un rétro-clone du premier Donjon Dragon, là, tu sais, le feuillet, là. Puis de Advanced Dungeons and Dragons, en anglais encore. Puis sinon, ben, il y a un gros projet de boutique de distribution, de zine. Il l'avait déjà essayé, mais avec ça avait été un peu plus difficile avec la pandémie et tout, exactement. Puis ça avait pogné un petit peu, mais ça demandait beaucoup d'entretien. Puis ça coûtait cher, les domaines, les Shopify, etc. de ce monde. Là. Fait que là, il veut comme refaire son plan puis repartir ça. Moi, c'est ce que je sais côté projet québécois qui est en cours. Mais je sais pas si Pépé, toi, t'avais entendu quelque chose entre les branches. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe, mais toi, est-ce que tu es au courant de quelque chose au Québec que je n'ai pas mentionné nécessairement? Mon Dieu, mais c'est une bonne question. Philippe, je te dirais que t'as vraiment fait un bon survol. T'as fait un bon survol. En fait, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais vendre en masse mon bon ami Vincent de Invisible Temple puis de ses projets autant en français qu'en anglais. Mais t'as fait une très belle présentation. Là. Je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'il fait autant dans ses productions francophones que dans ses productions anglophones parce qu'il y a du stock qui sort dans les deux langues et que ça vaut la peine d'aller voir ça. Mais effectivement, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit il y a quelques minutes, il y a beaucoup de créateurs au Québec qui produisent surtout en anglais parce que c'est là que le grand bassin est accessible et ça devient toujours plus facile aussi de rejoindre un certain public alors qu'on peut pas nécessairement... Au Québec, ça reste plus minime et ça peut coûter très cher de faire shipper du stock en France. Là. Ça peut coûter très cher de faire shipper du stock dans une francophonie européenne. T'allais dire quelque chose, Caro? Oui. Non, ça peut faire du tout sur ce que vous dites. Puis en lisant les sujets aussi, je voulais aborder ça. Mais est-ce que c'est pas un peu... je veux pas dire à contre-courant, mais c'est parce que, tu sais, c'est sûr qu'on est moins nombreux au Québec, on l'a dit, ils sont beaucoup plus nombreux en Europe. Mais on sait aussi que dans l'anglophonie américaine, Donjons Dragons, Pathfinder, c'est vraiment ça qui est très, très populaire. Les gens ont beaucoup moins d'intérêt pour les petits jeux indie. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est se tirer dans le pied que de vraiment essayer d'appeler aux anglophones alors qu'ils sont pas vraiment intéressés par ça? C'est ma question pour vous, les experts.
Je pense que c'est un peu le. Ben, écoute, je suis pas lecteur pantoute, mais je vais quand même répondre là. Moi, mon opinion. Non, mais c'est un peu comme la même question que. Je veux dire, je rapporte ça à quelque chose qui est facilement identifiable pour nous. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait du contenu en français plutôt qu'en anglais sur Twitch ou sur YouTube? Il y a beaucoup plus d'anglophones, de personnes qui parlent l'anglais qui pourraient nous comprendre. Tu sais, je pense que ça reste ultimement un choix d'essayer de percer dans le gros bassin ou essayer d'être plus visible sur un plus petit bassin, là. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont essayé de percer en anglais sur Twitch puis qui se sont plantés parce qu'en réalité, tu compétitionnes contre beaucoup plus de gens aussi. Contre le monde au Donc là, complet. Tu Oui. perds ton réseautage en partie, mais notamment, là, tu sais. Tous ceux qui te connaissent puis qui sont tes amis qui font « Hey, moi, je veux pas t'écouter en anglais », tu sais. Mais tu sais, pour un produit, puis là, c'est sûr que ce serait peut-être plus Phil puis Pépé qui ont l'expérience là-dedans sur le Kickstarter puis ce genre d'affaires-là, là, parce que je vais avouer que je suis Donjons et Dragons, puis j'ai pas beaucoup... Les seules fois que j'ai joué à d'autres systèmes, c'est parce que j'étais joueur, puis je suis très heureux. J'adore tous les autres systèmes que D&D, c'est juste que je DM juste du D&D. Mais tu sais, je pense quand même que si t'as 1% de vente en anglais, c'est beaucoup plus que 1% de vente en français. C'est peut-être cet aspect-là qui fait que le monde s'essaye plus. Mais je vais repasser la balle de l'autre côté de nos deux spécialistes. Mais non, je pense que tu marques un point là-dessus, dans le sens que il y a un aspect, tu sais, Caro, tu poses la question sur est-ce que Donjon Dragon, oui, tu sais, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être financé dans le monde anglophone à un bon niveau? C'est tout dépendant qu'est-ce qu'on entend comme bon niveau. C'est sûr que, tu sais, il y a une façon, il y a un peu une certaine facilité de se dire je vais faire un millième bestiaire sur Donjon Dragon, puis je vais utiliser Midjourney pour faire du visuel, puis je vais quand même ramasser 30 000 $, tu sais, ça se voit, là, ça se voit dans les financements participatifs, mais à un point où est-ce que tu dis, c'est quoi pour toi avoir une réussite, un financement réussi? Tu sais, si je prends par exemple j'étais allé chercher des projets que j'ai financés pendant qu'on en jasait là, sur Kickstarter justement, puis c'est des projets qui ont été faits par premier projet, tu sais, le premier projet de quelqu'un qui avait jamais fait de projet avant, qui a été lancé sur Kickstarter. Puis le monde indépendant aux États-Unis puis dans le monde anglophone est quand même assez fort à raison qu'il faut que tu aies quand même quelque chose qui claque. Je pense qu'il y a comme une certaine attraction envers un visuel qui n'est pas nécessairement, pas besoin d'être super léché, mais qui a une touche très personnalisée qui va sortir du lot et qui va attirer un certain public qui est plus orienté justement à DIY, fait à la main, tout ça. Puis je pense par exemple, là, je checkais un financement que j'ai eu pour un module de Mothership, puis c'était le premier financement de la personne, puis elle avait quand même mis un niveau de base qui était à 2000, engagé sur 2000 $, mais qui a été un financement à 23 086 $. Ça vaut quand même la peine de se dire, à mes yeux, je considère que c'est un financement réussi. C'est c'est-tu un produit québécois écrit en anglais? Non, c'est un produit américain. Par contre, il y a René-Pierre Desilets. René-Pierre Desilets, qui est un francophone, un Québécois qui habite à Montréal, qui habite plus à Montréal, je me semble, et il avait sorti, lui, il y a quelques années, plusieurs trucs à petite échelle, puis il a commencé à faire des Kickstarter en anglais, et il a fait, entre autres, Stoneburner, qui est un genre de jeu un peu inspiré par le maudit jeu des nains qui minent dans l'espace, là, comment ça s'appelle, là? Ouais. On le connaît tous, mais... Vous savez exactement de quoi je parle, là. En plus, je pense qu'Aro, tu as déjà joué, là. Je suis pas cave, là. Je sens que dans ma tête, j'ai jamais joué, mais je sais exactement de quel tu parles. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic, ouais. Il a fait un jeu qui était un peu inspiré de ça, qui s'appelle Stoneburner. Et c'est sorti en anglais. Et, tu sais, il y a eu un financement de 44 000 $, là. Qui est quand même super bon pour un produit, pour un jeu qui n'est pas du tout orienté 5e édition. Tu sais, c'est vraiment un système de jeu. René Pierre a comme l'espèce de twist que moi j'ai pas, c'est que lui il est vraiment dans le design mécanique. C'est là-dessus que lui il se penche, là, plus que genre les histoires, tout ça, c'est vraiment dans un côté mécanique. Fait que chacun de ses projets a tout le temps un système un peu spécial qui est hors des sentiers battus. Et ben pour moi 44 000 c'est très très bien. C'est même super là, pour un projet. Stoneburner, mais ça c'est le nom du gars. RPG. Non, le RPG. Ouais. Il y a un autre Kickstarter, c'est vrai.
Ouais. Ben, c'est ça, Ouais. qui s'en vient. En fait, il y en a un autre qui s'en vient sur Baker Kit qui s'appelle Souls-like Horror Role-Playing Game, qui est comme un espèce de jeu solo friendly, mais que tu peux jouer aussi avec un maître de jeu, avec une ambiance un peu à la Dark Souls. Là, je sais pas trop où est-ce que ça va s'enligner, avec un système de jeu qui est beaucoup orienté sur les boss battles. Puis encore une fois, c'est des mécaniques qui sont un peu créées by the scratch par lui, parce qu'il y a le désir de vouloir un peu concevoir des choses en dehors des boîtes et en dehors des sentiers battus, ou des grands créateur de ce monde, ses systèmes des vins, tout ça. Là, il va ailleurs de ça. Ah oui. Côté projet, il y a aussi, je sais pas, j'ai vu que justement Turbo Bleu est dans le chat, Speedy Rose, qui est supposé sortir bientôt. En tout cas, il est encore dans sa phase test, mais d'après moi, j'ai l'impression que Speedy Rose risque de voir le jour d'ici le prochain Draconis en personne, qui était dans la fin de ses bêta-tests. C'est une espèce de mélange de conduite automobile avec des cascades pis tout, pis t'as comme genre ton personnage, c'est ton bolide. Ça fait que t'imagines là ce que tu faisais quand t'étais jeune là, avec des petites autos, là, tu peux le faire en jeu de rôle. T'es Hot Wheels sur ton petit tapis du comté de Dagoya, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux, avec ça, c'est en français aussi, de mémoire, qui va paraître. Ça, je suis bien content qu'on ait aussi quelques produits francophones qui osent. C'est en test depuis plusieurs années. Fait que, c'est assez solide. Puis c'en est un aussi, Maxime, qui aime beaucoup ça. Toutes les mécaniques, puis à la fois rendre ça crunchy, mais en même temps rendre ça simple. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps à tester, s'assurer que son produit va aller chercher une niche particulière. Est-ce que Phil a perdu sa connexion ou c'est moi? Ouais, c'est ça. Non. Je pense qu'il y a une figée, mais au début, je pensais que c'était moi aussi. Non, parce que je me demandais, comme, est-ce qu'il prend une longue pause ou. C'est le temps que bien content d'autre part. C'est une niche, mais c'est vraiment le fun. Moi, c'est le genre de jeu, je me dis, en tout cas, comme joueuse, même si c'est pas dans les règles, je ferais des bruits avec ma bouche. Vite! Moi, je vois juste toutes les memes puis les gifs là, Initial D. Ben c'est ça. Est-ce qu'on peut jouer avec des autos? Mettons, là, tu sais, on jase, mais est-ce que, tout comme on a des personnages à D&D, tu sais, qu'on pourrait avoir une battle map, il peut dessus, genre, est-ce que c'est couvert? On peut-tu avoir des autos? Tu sais, c'est comme le temps, là. Sortez vos petits autos, puis let's go. Les bruits avec la bouche, c'est essentiel. De ce qu'il mentionne, il dit oui, puis il dit que les bruits avec la bouche, c'est même essentiel. Mais il y avait aussi un autre jeu, un autre RPG qui avait sorti, un jeu de rôle, là, c'est Gasland Refuel, si je me souviens bien, qui a été fait, entre autres, au Québec, où il a été retraduit. Je sais qu'il y a une boîte québécoise qui s'était impliquée pour la publication. C'est comme du Mad Max, c'est comme plus post-apo, puis il fallait que tu joues avec tes petites autos. Là. C'était pas Astrolabe? Astrolabe qui était derrière? Ouais, exactement, Astrolabe. Ouais, c'est ça. C'est Astrolabe avant qu'ils fassent des jeux d'autres. Des jeux de vidéo. T'as bien raison. Ouais. C'est Astrolabe, c'est ça. Le nom m'échappait. Merci, Pépé. Fait que. Hey, alright. Ivy. Oui, bonjour, Ivy. Je vais mettre le lien d'ailleurs. Je l'ai pas. Tantôt, je l'ai pas mis. Là, c'est le lien. C'est des gens qui veulent matériel print on demand pour leur projet de board game ou jeu de rôle. Oui, puis tout ce qu'on parle, là, toutes les discussions, les projets, si vous avez des liens Kickstarter, si vous avez des liens Itch.io, là, n'hésitez pas à les garrocher directement dans le chat. Là. On partage le bonheur. Effectivement. Je vais aller vers un prochain sujet / question qui est assez un bon morceau, je pense. C'est si nous avons quand même beaucoup de créateurs au Québec. T'sais, on en a plusieurs. On sait qu'ils sont majoritairement anglophones. Je veux dire qu'ils publient en anglais. Pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas encore de logo, association, regroupement, bottin ou autre comme on pourrait voir en Europe ou ailleurs?
d'après vous, pourquoi c'est pas le cas? T'sais, je sais que Pépé, tu creuses beaucoup aussi sur les questions de pourquoi la communauté francophone, avec comparativement à l'anglophone, il n'y a pas de publication third party et compagnie. C'est un petit peu dans les mêmes veines. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on n'ira pas dire qu'on a la science en Europe, là, mais pourquoi on n'a pas ça d'après vous? Avant de passer l'époque à Pépé, qui en connaît probablement plus que moi, j'aimerais dire des niaiseries. Enfin, pas vraiment des niaiseries, mais plutôt comme... Ton opinion? Ben, c'est ça, est-ce que c'est un côté, entre guillemets, légal, puis les maisons d'édition, puis tout sont déjà tellement implantées que dès qu'il y a un produit quelconque québécois qui lève la patte, il se fait muncher par une grosse corpo? Il y a tellement peu de personnes qui se self-publish parce qu'ils sont, je veux dire, tu fais un board game, il faut absolument que tu passes par un éditeur aussi. Est-ce que c'est vraiment purement un aspect légal qu'on n'a pas encore un regroupement, entre guillemets, pour protéger ce monde-là? Il aurait pu demander à Mario. Parce que c'est une bonne question, mais en fait... Vas-y, Caroline. Mais non, mais je connais pas ça non plus, tu sais. Mais en réalité, au Québec, on est quand même fort ces monopoles aussi, là. Des fois, t'as des grosses entreprises, puis je pense que Mario le disait, il y a des grosses entreprises canadiennes, là, puis on est juste pas assez nombreux pour se faire, tu sais, on se fait écraser. Fait que quelqu'un qui partirait une petite compagnie... elle serait achetée. Il y a quand même des réalités qui sont plus difficiles, là, c'est ça. Fait que ça pourrait faire partie de la réalité, là. Hypothèse comme ça. Bon, le questionnement que j'avais par rapport à cette interrogation-là, Philippe, c'est que est-ce que tu pourrais un peu me dire qu'est-ce que tu entends par regroupement? Mettons que tu prends justement dans les exemples de ce que tu peux voir en Europe. Mm-hmm. Parce que je t'avoue que j'avais comme un peu de difficulté à cibler qu'est-ce que tu voulais signifier par là. Ouais, ben, je veux dire, on voit ça dans plein d'autres produits ou autres. Mettons, fait au Québec, produits québécois, mis de l'avant au Québec. Ou c'est sûr qu'en Europe, il y a des grandes boîtes d'édition ou autres, qui ont leur logo et autres. Mais pourquoi on n'a pas quelque chose de similaire au Québec, un regroupement d'auteurs, autrices, créateurs, qui se mettent ensemble, qui disent pour pousser notre produit, puis dire que c'est un produit québécois, même s'il est en anglais, même s'il est en français ou autre, il y a comme un stamp ou quelque chose, ou un fleur d'Elysée avec des dés, je dis ça de même, juste pour dire que mettre de l'avant ce focus-là, faire une espèce de fierté ou un regroupement. Excuse. On est décalage. Ouais, c'est ça, les jeux de rôle, le panier bleu des jeux de rôle. Mais vois-tu, encore une fois... On parlait de visibilité aussi. Oui, mais ça me refait poser la question sur le fait que, genre, quand on prend cette initiative-là, comme tu l'as présenté, on voit pas ça non plus en Europe. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a pas comme de regroupement de gens comme ça. Oui, il y a des compagnies, mais c'est pas des regroupements. Mais je pense que c'est un peu ça la différence notable, c'est que ça demeure que j'ai l'impression que le bassin de joueurs en Europe permet justement la création d'une entreprise avec des gens à l'intérieur qui la font fonctionner et qui ne sont pas que des créateurs. Tu sais, il va y avoir la personne qui va s'occuper des finances, il va y avoir la personne qui va s'occuper du design. On s'entend que les entreprises, même les entreprises au Québec qui sont bien implantées, mais qui vont dans le domaine ludique, comme par exemple, je pense exemple au Scorpion Masqué, entre autres, au Québec, ben, ces entreprises-là, les personnes à l'intérieur qui sont des designers, des créateurs, mais ça reste que c'est un très petit nombre. Là. Il va y avoir d'autres personnes aux alentours qui vont faire des tâches plus administratives. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, dans le domaine du jeu de rôle, il n'y aura pas vraiment cette initiative-là d'avoir une grosse entreprise qui va pouvoir se lancer là-dedans parce que, ben, je veux dire, les personnes qui sont intéressées pour l'instant, majoritairement, ça va être surtout des créateurs, mais ça peut pas juste fonctionner avec juste des créateurs, une entreprise. Là. Tu peux pas comme juste avoir comme plein de personnes qui sont comme « Ouais, on va sortir un jeu de rôle! Ouais! » Non, parce qu'il y a des tâches aux alentours du concept de la gestion d'entreprise qui vont au-delà de la conception même du jeu de rôle. Puis j'ai l'impression que ça peut être un peu plus difficile à ce niveau-là. Puis c'est une question... majoritairement, selon moi, c'est une question du bassin de joueurs. On n'est pas assez. On va pas se mentir aussi que souvent, tu sais, des créateurs de jeux de rôle, des animateurs ou juste comme des gens qui créent leur stuff, souvent, c'est des personnes avec un pas pire ego, qui sont pas nécessairement prêts à faire des compromis avec d'autres personnes qui ont des égos similaires aux leurs. Fait que tu sais, quand t'as des idées qui sont implantées, comme moi, si tu me demandes de coopérer avec ma campagne de Dynasty, moi, mon ego fait comme wow. Il y a du monde qui voulait faire des spin-offs de ma campagne, j'étais comme...
Fait que tu sais, regrouper des gens comme ça, qui ont toutes peut-être des idées différentes, c'est pas facile. Ça prend vraiment quelqu'un qui est détaché un peu de ça, je pense. J'aimerais mieux dire que, plutôt que parler d'ego, c'est quand même des situations où, quand on commence ce genre de projet-là, on est souvent seul, puis on s'investit énormément. Fait qu'une fois que tu t'es investi 50, 100, 150, dans ton cas, 500 heures dans un projet, tu vois pas quelqu'un arrive et fasse comme bon, ben maintenant, cette portion-là de ton projet, c'est d'autres choses. Tu sais, c'est très dur à. On devient de moins en moins flexible, je pense. Je veux pas parler d'ego. Je suis absolument d'accord. Mais tu sais, ça reste souvent que ceux qui veulent créer ce genre de personnes, de ce genre de choses-là, vont avoir une drive. Puis souvent, la drive d'une personne va dans une direction, puis la drive d'autre va dans cette direction-là, puis ça va clasher, puis ça va continuer, tu sais. Fait que je pense que c'est un des enjeux. Mais tu sais, on parlait d'organisation, justement. Tu sais, ce que Phil parlait au début, il n'y a pas d'association par rapport aux jeux de rôle. Mais tu sais, depuis quelques années seulement, il y a maintenant une association pour le jeu vidéo. Tu sais, il y a la Guilde des jeux vidéo du Québec, qui est littéralement une... Oh oui, c'est nouveau de quelques années, puis c'est gouvernemental. C'est littéralement quelque chose qui est encadré par l'État. Puis le but, c'est pas une gang de créateurs qui se rassemblent, tu sais, c'est... Oui, vas-y. Non, vas-y, je vais pouvoir rebondir après parce que tu as dit quelque chose de très important. Mais vas-y. Oui. Ben c'est ça, tu sais, et le monde qui décide d'en faire partie, tu sais, regroupe là-dedans, puis ils sont épaulés probablement avec les ressources de la guilde en tant que telle, qui vont les aider sur le côté publishing, sur tous ces aspects-là. Là, je connais pas le background, le back-end, comme est-ce qu'il y a des redevances et tout, là. Mais tu sais, ça reste que au lieu de 100% créer une asso, est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant de dire, hey, est-ce que les jeux de rôle au Québec pourraient être assez grands que la guilde des jeux vidéo du Québec pourrait être la guilde des jeux du Québec? Tu sais, c'est comme... Vas-y, Pépé, il y a un point que tu as mentionné qui est super important, David, c'est le fait que tu as dit que c'était gouvernemental, puis pour avoir vérifié, malheureusement, le jeu de rôle au Québec, ça tombe entre deux cracks. C'est pas considéré comme un jeu de société, puis c'est pas considéré comme un livre. Exact. C'est comme... C'est aller chercher les financements, les mais tu sais, ouais. Pas gouvernemental, c'est une OSBL. C'est une coopérative à but non lucratif. Ouais. Qui doit probablement bénéficier de fonds gouvernementaux, mais qui n'est pas une organisme gouvernemental. Mais tu sais, c'est bien compliqué pour... Excusez. Mais tu sais, c'est juste le site a été créé en collaboration avec le musée de la civilisation du Québec. Tu sais, il y a vraiment plein de monde là qui sont sponsorisation. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment il y a plein de monde impliqué là-dedans. Fait que tu sais, est-ce que plutôt que de chercher à créer une association, tu sais, est-ce que approcher une comme ça qui existe déjà, comme ça serait un enjeu qui est possible? Mais tu peux t'en inspirer sur leur modèle d'affaires parce que créer une coopérative à but non lucratif, parce qu'en fait aussi, tu sais, le domaine du jeu de rôle, tu sais, mettons ton jeu vidéo, c'est tel que tel, tu le vends, tu sais. Fait que ça regroupe des développeurs de jeux vidéo indépendants internationaux, des créateurs, des établissements d'enseignement, des entrepreneurs du domaine, des domaines connexes établis au Québec. Fait que ça reste très commercial-ish, là. Fait que, tu sais, est-ce qu'en même temps, le jeu de rôle, il y a quand même beaucoup de portée aussi plus communautaire. C'est pas tout le monde qui fait sa vie de ça, là. Alors que le jeu vidéo, ben, un peu plus. Mais tu sais, il y a des jeux indie qui vendent pas là, dans la Guilde du Québec, là. Oui. En tout cas, tu sais... Quand tu vas sur Rich.eu, il y a plein de jeux gratuits, là, des jeux vidéo, des jeux pas chers. Je suis sûr qu'il y a des jeux gratuits aussi dans la Guilde des jeux vidéo du Québec, là. Fait que, tu sais... Mon but, c'est pas de dire on intègre, mais c'est juste comme ça existe déjà. Est-ce qu'on pourrait soit s'y greffer ou est-ce qu'on pourrait faire, comme tu proposais, une organisation similaire à ça? La question de Phil, c'était d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on y en a pas encore selon nous, tu sais? Il y a comme la sous-question, pensez-vous qu'un jour il va y avoir une maison d'édition Roulis ou une coopérative justement d'édition ou autre ou quelque chose ou d'appui pour... Le but de la question aussi, c'est
pourquoi est-ce qu'on n'a pas un fonctionnement autre pour mettre de l'avant nos produits? C'est pas nécessairement dire on va créer quelque chose ensemble, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est déjà créé pour dire voici notre fierté québécoise, puis voici on le met de l'avant? J'ai l'impression qu'il y a une partie de la réponse qui se cache dans le fait que la popularisation du jeu de rôle et la vente aussi également a tellement évolué avec les dernières années via justement une certaine prise en charge autonome du financement, par exemple, du jeu de rôle, même de son impression via des plateformes qui servent à l'impression du jeu. Vraiment tout ce qui peut être nécessaire à la mise en avant du jeu de rôle en soi. Puis on est tellement justement encore une petite communauté, je crois, au Québec, ou du moins morcelée en plusieurs petites communautés, que si on grossit, ou si, admettons, que le jeu de rôle devient quand même plus populaire au Québec, j'ai quand même l'impression que on est tellement un peu, pas nécessairement en retard, mais on est tellement un peu sur... on n'est tellement pas embarqué dans le vieux fonctionnement d'une maison d'édition qui va publier du jeu de rôle comme on le voit en France, que même si ça devient très populaire au Québec, j'ai l'impression qu'on va quand même adopter plus un modèle qui fonctionne via une certaine autonomie, justement, qui n'est pas basé sur une gestion via une maison de publication, mais qui va plus passer justement par des financements participatifs, via de l'impression sur demande. J'ai l'impression qu'on va plus s'orienter là-dessus parce que c'est un peu là-dessus que ça s'oriente beaucoup ces temps-ci, de manière générale. Puis tu sais, le jeu qui est le plus populaire, j'ai l'impression que ça reste encore Donjon Dragon. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on... OK? Tu sais, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, faut qu'on travaille à faire connaître ces jeux-là. Donc, tu sais, je dis on, là, mais surtout d'autres gens ici autour de la table. Mais tu sais, quand même, j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas un réel hype autour de ça, ça reste encore... giga niché au Québec, les jeux de rôle là, indépendants qui sortent de Donjon Dragon, Pathfinder et les grands noms, là, tu sais, puis même on peut aller jusqu'à Marvel, ou tu sais, hey, on se fait une partie de Mothership, tu sais, c'est vraiment niché, fait que j'ai l'impression que de là à ce qu'on se rende à dire qu'une maison d'édition pourrait faire son pain, tu sais, puis avoir du monde sur un payroll régulier avec des jeux indépendants. Faut qu'on travaille. Il nous manque une couple d'années d'efforts, je pense. Ça prendrait des subventions gouvernementales, tu sais, dans le sens que si on voudrait avoir une OBNL, tu sais, qui est là puis qui a du monde à temps plein là-dessus, tu peux pas le faire uniquement basé sur les rendements de... Puis d'où le fait que c'est une bonne idée. Finalement, ça ramène au sujet de la Guilde du Québec. Ben peut-être que justement, c'est un modèle qui fonctionnerait pour pallier à ce creux de marché-là, mais... Le pire, c'est qu'il y a des personnes au Québec... Il y a des personnes au Québec qui ont été capables d'aller chercher des financements pour des jeux de rôle, mais on fonctionne, puis l'exemple que j'ai dans la tête, il s'appelle Simon, j'oublie son nom de famille, mais lui a sorti un module pour l'appel de Cthulhu, en anglais. Ah oui, c'est Rouen Oranda. Oui, exactement. Puis il y avait eu un financement pour ça, mais l'affaire, c'est que justement, quand tu veux financer de la culture au Québec, il faut quand même que ce soit pour te donner des chances. Puis là, encore plus, il faut que tu te mettes encore plus de chances de ton bord parce que le jeu de rôle, justement, c'est super niché, puis le monde, ça fait c'est quoi. Puis là, t'es comme poigné à devoir l'expliquer en plus de devoir expliquer ton projet. Ben, faut que tu pousses ton objectif, ou du moins, il faut que tu pousses un peu orienter ton jeu vers quelque chose qui va justement toucher la culture québécoise. Et lui, pour avoir son financement, ben justement, il a fait en sorte que son module, ben ça se passe à Rouyn-Noranda. Et il y a eu un financement qui a été touché, qui a été en fait financé en bonne partie via un musée à Rouyn-Noranda sur l'utilisation des mines puis des mineurs à cette époque-là, dans les années 1920. Fait que le scénario se déroule dans ces années-là. Et il y a un concept d'apprentissage qui va là-dessus. Dans le fond, on apprend des choses en lisant le scénario, mais on peut pas juste faire ça, tu sais, maintenant, là. On peut pas juste faire... Mais tu sais, oui, on pourrait, OK, je vais faire une aventure de Donjon Dragon, puis ça va être le thème de la chasse-galerie, puis je vais me faire un financement avec ça, peut-être. Mais maintenant, je suis comme... je trouve que c'est pédaler beaucoup pour peut-être le retour que ça va apporter. Ouais, c'est ça, souvent, ces enveloppes-là, c'est des enveloppes discrétionnaires, puis ça, c'est pas des gros montants non plus. Mais mettons, c'est que tu as un budget pour faire la promotion de la culture dans les loisirs, puis là, ben... Oui, exactement. Tu appelles la soumission, puis là, tu mets, puis là, t'expliques...
en quoi tu fais la promotion de la culture. Puis, Puis le souvent, il y a genre financement, 1000 d'un autres musée que personnes. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que rendu là, Ouais. Ben oui. tu peux pas tout le temps cocher toutes les cases, comme vous disiez, là, tu Non. sais, puis tout le C'est temps sûr. faire la promotion de la culture. On peut essayer, comme on disait, comme des fois de tricher puis de plugger les choses, mais tu sais, si tu dénatures ton œuvre juste pour avoir des subventions, des fois ça paraît là. Ouais. Ah oui. Mais ça peut Je pense que propulser un c'est, projet ultérieur, là, aussi, tu sais, Oui. c'est correct. Là. Oui, mais... Des fois, c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que tu vas sortir un projet qui va plaire à l'enveloppe discrétionnaire pour financer ton projet d'amour aussi? Tu sais, c'est comme. C'est toujours la question. Tu sais, c'est comme beaucoup d'auteurs québécois, ils vont sortir des produits anglophones et autres pour aller récolter des fonds pour après ça sortir leurs petits bijoux. Ben, c'est drôle parce que ça revient vraiment à l'espèce de questionnement millénaire sur genre à quel point tu es prêt à sacrifier ta saveur artistique pour genre recevoir un financement afin de te cadrer dans un moule préétabli. Là. C'est vrai, puis tu sais, c'est ça pour plein d'affaires artistiques, là. Ouais, plus ça change, plus c'est pareil, hein. Ben, quand c'est la culture, quand c'est la culture, puis qu'il faut mettre une valeur à ce que tu produis, il est là le problème. Comme Turbo Bleu dit, l'équilibre entre l'intégrité et le capitalisme. Effectivement. Mais tu sais, toi, je vais pitcher une balle courbe. Pépé, horreur liminale, en français. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Disponible gratuitement. Mais éventuellement, tu vas faire un financement participatif pour faire une impression. Oui. T'as-tu une date? Ouais, c'est ça. Ben oui. Puis deuxièmement, ça t'est sorti de où, cette idée-là de justement, je vais traduire traduire, mais surtout peaufiner, embellir, ajouter 50 pages de stock de plus en français. Pourquoi? Ben pourquoi pas? C'est rendu là, ben, j'aime ça. Je l'aime ce jeu-là. Mais ouais, c'est ça. Mais ben, en fait, la version française pour une version physique, j'ai pas encore de date à vous donner malheureusement. Mais justement, l'objectif de pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, c'est parce que je veux que le livre soit accessible au Québec en français. Mais si je veux qu'il soit minimalement rentable, il faut qu'il soit aussi accessible en France. Donc présentement, là, j'attends un retour de courriel pour un test d'impression avec une maison d'édition en Europe. Et je vois Mathieu passer en arrière, un peu plus pour m'envoyer ses foufounes. Mais je dois envoyer faire une test d'impression avec une maison d'édition en Europe, mais une maison d'édition qui distribue au Québec. Donc ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce que mon but étant de justement rendre ça un peu plus accessible. C'était pour ça aussi que je l'ai traduit, c'est parce que je voulais que le jeu soit accessible ici. Puis pourquoi est-ce que je me suis dépêché aussi à le traduire? Puis ça, c'est un peu comme une jambette en quelque sorte, c'est que je l'ai traduit, je me suis dépêché à comme prendre contact avec l'auteur, à échanger avec, à créer un lien avec et tout ça, pour justement qu'il y ait puis c'est plate ce que je vais dire parce que autant j'encourage énormément les projets francophones indépendants, les trucs projets indie, tout ça, mais je le sais à 100% que si j'avais pas fait ça, ben qu'une boîte indépendante francophone européenne aurait pris le dossier en charge éventuellement et qu'on n'aurait jamais pu l'avoir en version physique au Québec parce que la compagnie en question ne serait pas distribuée au Québec. Donc, on n'aurait jamais juste pu l'avoir. Je me suis vraiment dépêché. Wouhou! Puis il n'y a personne qui peut vraiment faire à partir de maintenant. Genre, ben là, je vais faire ma traduction. Ben, comme il est trop tard, là, il est là. Fait que le jeu est là. Il est gratuit en version numérique parce que c'est ça que l'auteur voulait aussi à la base pour sa version originale. Je trouve ça important que ça soit justement le plus accessible possible. Et l'objectif étant que ce soit éventuellement accessible en version physique. Et j'aimerais beaucoup ça, que ça puisse prendre en quelque sorte une certaine accessibilité au Québec, que ça puisse offrir une certaine... tu sais, venir chercher un santé publique qui justement est intéressé au genre un peu plus horrifique, mais un peu plus aussi de léger, et qui vont pas nécessairement se pencher sur l'appel de Cthulhu parce qu'ils peuvent trouver ça peut-être un peu trop compliqué ou trop de gestion avec les dés percentiles et tout ce que ça peut impliquer. Alors, j'essaie de venir chercher un public niché, mais je pense qu'il y a un public quand même.
Ça fait un super segue pour la prochaine question de Phil. Oui, exactement. C'est ça, ça fait un bon pont. Puis ça va être la dernière qu'on va adresser avant de passer à l'autre segment. C'est justement, selon vous, là, puis c'est le chat aussi, si vous voulez en parler, ça serait quel serait le juste prix, avec des très grosses guillemets, pour une production québécoise faite et imprimée au Québec? Fait qu'il va coûter combien ici, Pépé, ton livre? Mais ça dépend tellement de l'épaisseur du livre. Mettons que tu penses à un livre, je veux dire des livres méthodologiques là, ou statistiques, c'est ça moi, que j'achète, tu sais. Mais, ou tu sais, même des livres de Donjon Dragon. Tu sais, ça dépend si c'est un livre qui est illustré bord en bord avec des illustrations originales ou c'est un livre avec juste comme des couleurs de fond, puis des, tu sais. Moi, je dirais, juste pour la fin de l'exercice, là, je dirais un livre de jeu de rôle standard. Mettons, on va y aller avec... Parce qu'on en parle, mettons, un livre dans le style d'horreur liminale. Il y a un peu d'illustration, c'est surtout du texte. C'est un petit format, plus zine que 8,5 par 11, gros format, genre épais Donjon Dragon. Mettons, parce qu'on s'entend que c'est ça qui risque de percer en premier avant des très gros livres épais. Comme on a eu Jenny Dusk au Québec, qui a quand même fait une petite percée. Mais c'était quand même un gros tome. Puis je sais pas si ça l'a aidé ou nuit à leur percée. J'ai pas les chiffres de vente et autres et statistiques, mais je sais qu'il y a quand même des livres qui se vendent une fois de temps en temps. Mais mettons qu'on y va avec plus un format un peu plus petit, compact. D'après vous, ça serait quoi le vrai prix qu'il faudrait payer pour ça? Parce que souvent, en tant que consommateur, on se dit, moi, je veux payer le moins cher possible, puis tout. Mais tu sais, il y a quand même un certain coût à tout faire ça au Québec, d'après vous. Ah, au Québec. Oui, au Québec. Mais là, je réponds toujours pas à ta question, là, mais tu sais, j'ai un de nos amis qui disait Cairn sur Amazon pour l'avoir physique, c'est 5 et 10. Je suis retournée voir pour le fun. Puis là, c'est comme la barre est trop basse, c'est dangereusement bas pour laisser la place. Parce qu'imprimé au Québec, oui, version physique. 5 piastres. Parce qu'Amazon offre un service. Là, c'est tout le temps là où ça devient. Ouais, vas-y, Pépé, c'est peut-être plus que moi la qualité de ce service-là. Là. En gros, c'est un service, c'est Amazon l'imprime. C'est des genres de print on demand, c'est un service qu'Amazon offre, mais la qualité imprimée par un employé qui a travaillé 80 heures non syndiqué puis qui n'a pas de conditions de travail, qui va perdre sa job dans 2 semaines, hein, imprimé au Québec. Mais c'est ça, sauf que. C'est pas des livres reliés qui vont durer longtemps non plus, tu sais. Tu sais, il est-tu broché, là? Je sais pas, on n'a pas demandé. En fait, justement, le livre de Cairn commandable sur Amazon, il est broché, puis c'est comme, c'est même pas 30 pages, là, c'est comme 20 pages, puis c'est en noir et blanc avec des images qui proviennent des banques d'images puis des vieilles illustrations qui sont libres de droit. Fait que je peux comprendre pourquoi ce qui coûte 5$ à faire. C'est sûr et certain que ça coûte pas grand-chose. Fait que c'est ça que c'est difficile à contrebalancer à partir du moment qu'on fait de l'impression ici au Québec. Puis c'est intéressant que tu poses la question, Phil, parce que c'est bizarre à dire, mais mettons que je ferais de l'impression d'horreur liminale au Québec, 100% au Québec, ou que je la ferais en Europe, mais que ça serait distribué au Québec, je pense que ça coûterait quand même plus cher au Québec parce que, comme l'avait expliqué justement Vincent Fougère, de Ritual Cut, là, Invisible Temple, au Québec, on fait beaucoup ce que ça s'appelle ça s'appelle du offset, c'est-à-dire de l'impression avec des super grosses machines à rouleau 4 couleurs qui vont rouler à partir du moment où est-ce que ça donne rentable, à partir du moment où est-ce que tu atteins un certain niveau, une certaine quantité d'impression. Donc, si tu imprimes pas un minimum requis, ça va coûter vraiment cher. Alors qu'en Europe, c'est de l'impression, ce qu'on appelle l'impression numérique, qui fonctionne beaucoup plus à plus petite impression et qui coûte moins cher à faire. Donc, au Québec, ça devient rentable à partir du moment où est-ce que tu peux faire comme 1000 exemplaires et plus de quelque chose. Là, ça peut être rentable. Mais avant ça, ça coûte vraiment, vraiment plus cher. Fait que je sais pas ce serait quoi le bon prix pour répondre à cette question, parce qu'au final, je réponds pas non plus, comme Caro. Fait qu'on est juste pas de réponse. Mais un peu, vas-y. Ouais, parce qu'on s'en calisse dit, mettons... on salue ton nom. C'est comme paradoxal avec notre propos. Mais, tu sais, 50 à 80$, c'est pas, tu dis, ben, j'ai payé 65$ pour mon livre de D&D, tu sais, si c'est un livre de la même épaisseur, d'une qualité
similaire. Genre, je vois pas pourquoi je paierais pas ce prix-là pour un livre québécois. T'sais. Ou un peu plus cher. Ouais, mais c'est ça. Là, je vais juste dire, parce que le chat parle, moi, je parle, puis pour vous aider aussi, je parle pas de pour faire des profits ou autre, ou vous, en tant que créateur, ça serait quoi le vrai prix? C'est en tant que consommateur. Mettons, vous auriez le choix entre un J'ai livre. mis un petit sondage pour le fun dans le chat, là, juste pour voir si le monde a des idées. T'sais, est-ce que pour un jeu de rôle que vous voudriez acheter, justement, entre 10 et 20$, c'est le maximum que vous seriez prêt à payer? Ce serait pas grand-chose à ce prix-là, on s'entend, mais quand même, juste par curiosité. Entre 20 et 40, vous l'achetez, c'est pas un problème. En 40 et 60, ou comme, peu importe le prix, là, moi, si j'aime ça, je vais l'acheter. Là. C'est tant que D&D, la 5.5, c'est genre 80$ et plus. Là. C'est ça, il y en a qui mentionnent qu'un PDF, mettons, qui serait bien illustré, il y en a qui seraient prêts à payer 25 à 35. Un livre physique, ça serait dans le 60$. À peu près. Ça a l'air de pas mal tout ce qui est dans le saut, tu sais. Puis il y en a, tu sais, comme il dit, il donne un exemple, Band of Blade, Blades in the Dark, c'est autour de 50. Ça a l'air d'être pas mal dans ces prix-là. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Band of Blades, justement montré par JSF à l'écran. Quand est-ce que tu joues? Si tu l'as? J'étais supposé faire cette campagne-là après que mes joueurs gagnent leur guerre, mais ils l'ont perdu. Fait que. Ça, je suis sûre que c'est ta réponse, genre tout de suite après Dynasty. Non. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, effectivement, mais tu sais, encore là, tu sais. Les gens ils s'attendent à quoi pour 60$? C'est aussi ça l'attente. Est-ce qu'il faut que ce soit la même qualité qu'un livre de Donjon Dragon à 80$, mais que ce soit à 60$? Ou on serait prêt à faire des. C'est ça. Ça sera jamais ce coup-là. Non, je sais, je sais. Tu connais c'est pas, un jeu que tu as pu essayer, tu sais. Il y a aussi différents facteurs de. Je vais pas dire de mise en marché, là, mais tu sais, un jeu que tu n'as jamais essayé à 60$, moi je suis frileuse, peu importe tout ce qui a été fait, là. Puis encore une fois, il y a aussi une question de, on va dire, de marché au niveau de comme qu'est-ce que le public s'attend lorsqu'on parle d'un jeu de rôle. Parce que je me rappelle que quand Jacob Gladieux avait lancé le financement pour Déjà Mort, qui était comme son magazine qu'il avait publié il y a quelques temps déjà, il y a beaucoup de monde sur des groupes québécois, le monde était genre comme tabarnak, ça coûte ben trop cher pour un magazine. Il faudrait que ça coûte genre 15$ maximum, un magazine. Je suis comme, vous comprenez pas à quel point ça coûte cher imprimer quelque chose en avec couleur. Ça coûte vraiment cher. Oui, ben tout le monde parlait de même. C'était bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est une bizarre soirée. Ouais. Il a fait un financement participatif en plus avec la ruche pour être capable d'aller chercher son financement de Déjà Mort 1. Ouais. Ben, c'est juste tout le travail de mise en page. Pour faire un petit retour sur le sondage là, qui vient d'être terminé sur Twitch, là, apparemment, c'est vraiment la majorité des gens, comme entre 40 et 60$, là, dans cette fourchette de prix-là, le monde sont bien à l'aise d'acheter. Fait que je pense que si on a des créateurs québécois ici qui aimeraient peut-être éventuellement écrire des choses ou publier des choses, je pense que c'est le prix à cibler. Réussir à atteindre ce prix cible-là, c'est peut-être un enjeu ou un défi, mais visiblement, là, si on veut comme... J'ai une question pour les gens, je te paie, si tu me permets. OK, 40 à 60$ sont à l'aise, mais ils s'attendent à quelle qualité pour ce prix-là? Ils s'attendent à quoi comme ouvrage à 40-60$? Parce que ça sera pas un ouvrage de la qualité de Donjon Dragon en côté visuel, puis mise en page et couleurs, là. Je pense que peu importe qui achète un livre qui est pas D&D, ils s'attendent pas nécessairement à avoir une qualité D&D. Mais c'est sûr que si tout ce que tu as connu c'est D&D, c'est sûr que tu compares à ça. C'est sûr et certain, là. Ouais. Tu sais, en général, si t'es du genre à acheter un jeu indie ou pas D&D-esque, je pense pas que la qualité D&D va être un bloquant. Mon opinion à moi personnelle. Là. Comme moi j'ai aucun problème à acheter un livre qui a pas la beauté de D&D 5 ou 5.5 si je suis hypé par le système là. Mm-hmm. Ben, j'espère que le monde ça sera pas un bloquant.
c'est pas un enjeu de qualité ou autre. Je pense aussi que c'est un montant que les gens ont de lousse à dépenser pour un loisir. Ramaru, c'est un excellent point. Je pense que plus que la qualité, vraiment, c'est ça, c'est vraiment, est-ce que ils veulent allouer leur montant à ce plaisir-là? Puis je pense honnêtement pas que ce soit un problème si on n'a pas un gros hardcover format page A4 avec des images glossées partout, là. Mon opinion, à moi, évidemment. Par rapport à ce que Fat Joe dit, tu sais, il dit avec le financement participatif, ce serait pas justement une opportunité d'avoir le volume nécessaire pour avoir le financement, pour avoir le volume nécessaire pour pouvoir imprimer au Québec. Mais tu sais, je pense même Pépé qui est en train de vivre ça un peu. Faut que tu passes par l'Europe pareil, sinon il n'y a pas assez de monde. Ou il n'y a pas d'imprimeur. Tu peux pas avoir le volume requis, ouais. Même avec un je peux pas financement le volume participatif. Faut pas oublier qu'il y a moins de monde dans l'entièreté du Québec qu'il y en a dans la ville de Paris, là. Mhm. Oui. Fait que, Non, tu c'est sais, ça, y a niveau pas de- volume, c'est rough, là, au Québec. Là. Le volume francophone au Québec, ça marche pas vraiment. Faut vraiment. Mais non, certains faut vraiment imprimeurs, que- quand même, sont capables de faire des plus petits tirages. Là. Je sais que l'instant même, c'est qu'il y a quand même Mais ça coûte plus une cher maison du tirage. d'édition québécoise. Ouais, c'est ça. Eux, ils utilisent Rapido, livres, qui sont spécialisés en petits tirages au Québec. Fait que c'est ouais. encore là. Qu'est-ce qui est. C'est quoi petit tirage? Tu sais, je pense que c'est moins de 500. Fait que, tu sais, c'est encore là. C'est beaucoup. Si on s'entend là, pour du jeu de rôle québécois, mais c'est moins de 500. Ça veut-tu dire que quelqu'un qui arriverait avec un projet qui va imprimer 100 livres, ça reviendrait abordable? Peut-être. Mais bon, tu sais, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas comme 500 ouvrages d'horreur liminale qui se vendraient au Québec. Là. C'est sûr, Ouais. sûr que non. Ça va genre être. Je peux même pas mettre de chiffre. J'ose pas mettre de chiffre. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. T'espères avoir un bon chiffre, mais. mais. Non. Ok. Sinon, il y a quelqu'un qui dit que tu sais, Fate Core, pour ceux qui connaissent, 30$ au valet de cœur, c'est un bon ratio qualité, quantité, notoriété. Fate Core, le gros avantage justement, c'est que c'est quand même un système qui a un certain temps, qui a une certaine notoriété. Est-ce que quand il est sorti, il était aussi 30$? Ça, je le sais pas. Mais Du bon, Québécois, c'est- Fate Core? non, Oh. non, mais il fait non. juste mentionner, non, son opinion sur rapport qualité-prix. Je comprends. Ouais. Tu sais. Mais les illustrations de Fate Core, c'est pas justement des illustrations super léchées des NDS qui autres, là. C'est plus. Mais vois-tu, je suis quand même minimaliste, un peu. surpris. Je suis quand même surpris, par exemple, que ça coûte aussi peu cher. Je suis allé vérifier. Ouais. Je suis quand même surpris. Parce que c'est pas un petit livre non plus, là. Puis c'est comme rigide, fait que c'est. Ah ben. C'est bon. Fait que ça conclurait pas mal notre partie un peu plus podcast. C'est sûr que c'est toujours subjectif. Il y a plein de possibilités puis d'éléments à mettre dans l'équation, on s'entend là, pour tout ce qui est le prix, mais c'est toujours intéressant de voir aussi la perception des gens. On se le cachera pas. L'objectif, c'est ça aussi, parce que la perception de la valeur du loisir au Québec, on pourrait en parler longtemps. Donc, ça serait là-dessus. J'ai l'impression que ça termine. J'ai l'impression que ça termine vraiment négativement. La discussion. Ben non. On est genre, ouais, c'est ça. Fait que. On devrait pas faire ça, là. Non, mais je pense que c'est c'est important de plus, cerner les enjeux autour de ça. Ouais. Pas pour décourager Ouais, les exactement. gens, mais pour qu'ils planifient adéquatement. Parce que Exactement. il y a des histoires de succès, puis il va en avoir d'autres, puis il va en avoir des fantastiques. Puis tu sais, je pense qu'une fois que Pépé, tu vas compléter ton expérience avec l'édition européenne, une fois que ça va être complété, tu vas peut-être être un ambassadeur pour d'autres projets québécois qui voudraient tenter la même chose, là. Peut-être. Écoute, ça a été, c'est pas encore signé ça précis de contrat-là, mais ça s'en vient là. C'est juste que ça a été compliqué. Ça a été compliqué, disons ça ainsi. Mais on se croise les doigts pour que ça marche. Écoute, Puis effectivement, on se croise les doigts que ça peut peut-être créer un précédent. Dire ça de Puis, même. tu sais, n'empêche que le financement participatif, pour faire une note plus positive, le financement participatif, ça fait pas si longtemps que ça existe, on peut dire comme ça. Ça fait longtemps, mais que ça monte en popularité. Ça ouvre des portes à des projets de ce genre-là.
ce qui n'était pas possible avant. Il y aura peut-être des nouvelles méthodes qui vont émerger, avec les internets et les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Ben, le monde évolue, puis dans les bonnes directions aussi à certains égards. C'est un peu une roue qui tourne. Il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui se mouille, qui va peut-être se casser un petit peu les dents, mais qui va ouvrir la marche. C'est comme n'importe quoi, là, dans un nouveau domaine ou autre. Tu as toujours le précurseur qu'il faut qu'il taille le chemin, puis qu'il ouvre le chemin, puis qu'il y a d'autres personnes après ça qui vont pouvoir embarquer parce qu'ils vont avoir des nouvelles, ils vont avoir appris, ils vont avoir eu des nouvelles ressources, quelqu'un va avoir de l'expérience dans le milieu, des conseils, peut-être qu'un jour, justement, tu sais, peut-être qu'un imprimeur va commencer à faire il y a peut-être du potentiel là, à faire des petits tirages de jeux de rôle, etc. Des boutiques. C'est dans l'hypothétique, mais c'est comme dans plein de marchés autres. Là, la fameuse courbe, si vous avez déjà vu ça un peu, tu as toujours la première personne en bas, là, celle qui va faire peut-être le moins de ventes, puis tout, mais qui va avoir permis aux produits suivants de décoller. Ainsi de suite. La question, c'est toujours, est-ce qu'on veut être cette personne-là? C'est souvent ça le problème. Il n'y a pas grand personne qui dit, moi, je vais faire un produit qui va flopper, qui va permettre aux autres de réussir. Il n'y a pas grand monde qui a ça comme objectif dans sa vie. Là. Mais il y a tout ça. À un moment donné, c'est une question de visibilité aussi. Fait que, c'est comme même principe. Si t'offres pas de produit, si le monde ne savent pas qu'il y a un produit comme ça, la demande ne sera pas là non plus. Mais si à un moment donné, les produits commencent à être vus, ils commencent à être connus, ils commencent à être reconnus, là, à un moment donné, il y a des opportunités qui vont peut-être pouvoir être saisies. C'est pour ça qu'il faut acheter québécois. Mais donner de la visibilité au projet de vos créateurs favoris. Je peux pas aider personne, TP, arrête. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que je voulais racheter quelque chose. On vas-y. finira pas si je retense. Non, je peux pas starter là-dessus. Là. On leur finira pas. Là. J'ai rien dit. Je dis rien. Oh! Ça, c'est la joie, genre, des discussions, des podcasts et tout. Les sujets, en fait, sont éternels. Là. Écoute, on te réinvitera. Hein? On en jasera plus à un autre moment pour cet aspect-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais merci, j'apprécie. Fait que ça, c'est ce qui va clore notre première partie. Notre partie de discussion jeu de rôle. Nos éditions jusqu'à maintenant étaient très autour du jeu de rôle québécois. Je pense qu'on va avoir une préférence quand même de toucher ce sujet-là à chaque fois qu'on pourra le faire. Mais évidemment, c'est l'aspect podcast, c'est sur les jeux de rôle quand même en général. Même si on a commencé vraiment dans notre niche à nous directement, géographiquement parlant. On va pouvoir parler de d'autres projets là, qui sortent de notre petit confin.